Ce cours est destiné à la deuxième année baccalauréat PC et SVT, option française. Les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 7 et la dernière partie de ce chapitre. Précédemment, on a fait des rappels. On avait étudié les types de déformations tectoniques, les chaînes de subduction et les chaînes d'obduction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier les chaînes de collision. Mais avant de commencer l'étude des chaînes de collision, on va faire des petits rappels à propos des chaînes de subduction et des chaînes d'obduction, puisque dans les chaînes de collision que nous allons voir aujourd'hui, un ensemble de caractéristiques des chaînes précédentes, on va les rencontrer encore une fois dans les chaînes de collision. Alors, on va commencer par les caractéristiques des chaînes de subduction. On avait dit qu'il y a des phénomènes géologiques, comme la répartition des foyers sismiques selon le plan de Benioff, les anomalies thermiques, un volcanisme explosif et des déformations tectoniques, comme les plis, les failles inverses en éventail. Pour les caractéristiques structurales, nous avons la présence de la fosse océanique et des prismes d'accrétion. Et à la fin, les caractéristiques pétrographiques des chaînes de subduction. On avait vu les roches volcaniques comme l'andésite et les roches plutoniques comme les granodiorites. Passons maintenant aux caractéristiques typiques des chaînes d'obduction. Alors, on a les caractéristiques structurales et tectoniques, présence de plis et failles inverses, et présence de nappes de charriage et chevauchement. Pour les caractéristiques pétrographiques des chaînes d'obduction, on avait vu les affleurements de complexes ophiolitiques et la présence de sédiments marins, comme les radiolarites, sur le continent. Et là, on arrive au troisième type de chaîne de montagne, ce sont les chaînes de collision, et on va voir comme exemple la fameuse chaîne Himalaya. Alors sur votre polycopier, on est arrivé à grand 6, les chaînes de collision. Dans petit 1, vous avez des généralités à propos de ces chaînes. Vous pouvez arrêter la vidéo ou bien lire ce paragraphe sur votre polycopier. Alors là, on va passer directement, comme d'habitude, aux caractéristiques structurales et pétrographiques de la chaîne de collision. Et comme exemple, on a la chaîne des Himalayas. Alors là, vous avez, sur les deux premières figures, les caractéristiques structurales. Et sur la figure que vous avez là, vous avez une partie d'une carte géographique qui représente la localisation de l'Himalaya à ce niveau-là. Là, vous avez une carte un peu plus grande pour bien localiser la chaîne d'Himalaya. Alors là, vous avez la plaque indo-australienne. Ça veut dire une plaque lithosphérique qui porte à la fois l'Inde et l'Australie que vous avez là. Et à côté, vous avez ici la plaque eurasienne, l'Euro-Asiawiya. Eh bien, la localisation des chaînes des Himalayas, eh bien, c'est à ce niveau-là, voilà, entre la plaque eurasienne et la plaque indo-australienne. Et c'est ce que vous avez là. Donc là, vous avez l'Inde de ce côté. Vous avez le plateau de Tibet de ce côté, qui appartient à la plaque lithosphérique eurasiatique. Et là, vous avez la chaîne d'Himalaya, donc dans la limite entre l'Inde et l'Eurasie, sous forme d'un arc. Donc, c'est une chaîne arquée, à la shakl qaws, que vous voyez là. Et à côté, vous avez une carte géologique simplifiée de l'Himalaya. Donc toujours de ce côté, vous avez la plaque lithosphérique eurasiatique, l'Eurasie, et de ce côté-là, vous avez la plaque lithosphérique indienne. Et là, à ce niveau-là, vous avez la chaîne d'Himalaya sous forme d'un arc, et donc coincé entre l'Inde et l'Eurasie. Alors, vous avez la légende en bas, où vous avez un ensemble d'informations. Là, par exemple, on va commencer par ce signe qui représente les chevauchements. On avait vu les chevauchements dans la partie des déformations tectoniques et ça correspond à un terrain qui sera recouvert par un autre ou bien un terrain qui va recouvrir un autre terrain, Tarakoub. Et là, comme vous voyez, sur la chaîne d'Himalaya, on a 3 chevauchements et on va les nommer
en fonction de leur localisation au niveau de la chaîne. Alors là, vous avez le chevauchement frontal, le jabri, c'est-à-dire qui vient en premier, voilà, à ce niveau-là. Par la suite, vous avez le chevauchement intermédiaire qui se trouve au milieu des deux autres. Et vous avez par la suite le chevauchement central, c'est celui qui se trouve ici au centre. Donc, trois chevauchements. Par la suite, vous avez là en gris des sédiments marins, voilà, à ce niveau-là, en gris. Alors, quand on parle de sédiments marins, eh bien, ce sont des roches qui appartiennent à l'océan, à la base, donc des sédiments marins. Mais là, on n'est pas dans l'océan. Là, on est en plein chaîne de collision, en plein chaîne d'Himalaya. Et là, donc, la présence des sédiments marins, à votre avis, ça témoigne de quoi? Alors, je vous laisse réfléchir. On va voir un deuxième constituant, ce sont les sédiments de prisme d'accrétion. Et là, on note que le prisme d'accrétion, eh bien, ce sont aussi des sédiments marins. Ce sont des sédiments marins qui ne peuvent pas passer dans la subduction et donc qui sont rabotés à l'avant de la plaque continentale. Et comme vous voyez, là, à ce niveau-là, les rayures que vous voyez là, eh bien, ça représente les sédiments du prisme d'accrétion. Alors là, la même question. Des sédiments à la base marin, comme le prisme d'accrétion, qu'est-ce qu'ils font en plein chaîne de montagnes au milieu du continent? Donc la même question que j'ai posée pour les sédiments marins. Alors là, on a les sédiments marins et on a les sédiments du prisme d'accrétion. Troisième constituant, nous avons les ophiolites en noir. C'est tout ce que vous voyez ici en noir, ça correspond aux ophiolites. Alors, la même question, qu'est-ce que les ophiolites déjà? Alors, on avait vu l'ophiolite dans les chaînes d'obduction. Ça correspond aux roches qui constituent la croûte océanique. Alors, des roches qui constituent la croûte océanique, on va encore les rencontrer en plein milieu du continent et au sommet de montagnes qui appartiennent à une chaîne de collision. Alors là, des questions qui se posent. Pourquoi des roches qui appartiennent à l'océan, on va les rencontrer dans une chaîne de collision? Là, par la suite, vous avez des granites de subduction, des granotoïdes. C'est ce que vous avez là, ici, à l'avant. Et des granites de subduction, ça veut dire qu'il y a eu, que c'est le résultat du phénomène de la subduction et que nous allons rencontrer encore une fois dans une chaîne de montagnes de collision. Alors, la question à laquelle on doit répondre, pourquoi ces structures à la base qui appartiennent au phénomène d'obduction et de subduction, pourquoi on va les rencontrer dans des chaînes de montagnes en plein milieu du continent? Alors, pour répondre à ces questions, on va commencer par ces deux constituants. On a les granites de subduction et les sédiments du prisme d'accrétion. Alors, leur localisation à ce niveau, ça a une seule explication, c'est que avant la formation de ces chaînes de collision, il y a eu subduction, puisque j'ai des granites de subduction et des roches du prisme d'accrétion à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord une subduction. Même chose ici pour les ophiolites et les sédiments marins. Alors la présence des ophiolites et des sédiments marins, ça veut dire où est-ce qu'on a vu les ophiolites et les sédiments marins sur le continent? Eh bien, c'est dans les chaînes d'obduction. C'est un résultat du phénomène d'obduction. Et là, donc, leur présence ici, dans l'Himalaya, ça veut dire qu'il y a eu un phénomène d'obduction avant la formation ou bien au cours de la formation de ces chaînes de montagnes. Alors, comme vous voyez, ces chaînes de collision, ou bien au cours de leur formation, il y a eu à la fois subduction, puisqu'on a les sédiments du prisme d'accrétion et les granites de subduction, et il y a eu aussi obduction, puisque les indices sont là devant nous, les ophiolites et les sédiments marins. Alors pour mieux comprendre ces chaînes de collision, on va passer à la deuxième figure que vous avez sur la page suivante. Alors sur cette figure, vous avez une coupe synthétique simplifiée de l'Himalaya sur la transversale AA'. C'est une coupe que vous pouvez voir sur le document précédent. Alors on va commencer par les caractéristiques structurales.
ou bien tectonique de cette chaîne de montagnes. Alors toujours grâce à la légende que vous avez en dessous, là vous avez les trois types de chevauchement qu'on a vu sur la figure précédente. Donc le chevauchement frontal, intermédiaire et central. Vous avez ainsi des plis, voilà, donc tout au long de la chaîne de montagne. Vous avez également ces signes que vous avez là, ces demi-flèches, ça représente des failles inverses. Donc des failles inverses, des plissements, des chevauchements. Donc ce sont les caractéristiques structurales et tectoniques de cette chaîne de montagne. On voit également, comme vous voyez là, on a la discontinuité de Moreau, mais qui, en avançant vers la plaque eurasienne, la discontinuité de Moreau dévie vers la profondeur, vers une profondeur plus importante. Alors pourquoi cette discontinuité va dévier vers le bas et sera plus profonde? Eh bien parce que en haut, en dessus de ces discontinuités, il y a la compression des deux plaques continentales au niveau de la limite qui les sépare, ça veut dire au niveau de la chaîne d'Himalaya. Alors là, il y a des forces de compression des deux sens et donc qui vont conduire à l'apparition de relief à la surface, ça veut dire la surrection de chaînes de montagne en haut, et en même temps la déviation donc de la discontinuité du Moro vers le bas, et ce qui va conduire bien entendu à l'apparition des chevauchements, des failles inverses et des plis. Alors maintenant pour les caractéristiques pétrographiques, ça veut dire tout ce qui se rapporte aux roches qui caractérisent cette chaîne de montagne. Alors là vous avez encore une fois des sédiments marins, donc à ce niveau-là, ici, également ici. Vous avez aussi des ophiolites en noir. Donc ce sont les mêmes roches que nous avons vues sur la figure précédente. Donc l'ophiolite à ce niveau-là. On a également des plutons de roches de type granit, donc des roches plutoniques qui caractérisent les zones de subduction à ce niveau-là. Et on a également l'andésite. Où est-ce qu'on a vu l'andésite? Voilà, la partie en rouge que vous voyez là. L'andésite, on l'avait vu dans les roches, dans les chaînes de subduction. C'est une roche qui caractérise les chaînes de subduction. Sauf que là, on est dans une chaîne de collision. Alors toujours, ça témoigne de quoi? La présence de l'andésite à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a eu subduction avant la collision des deux plaques lithosphériques. Là, la présence de l'ophiolite et des sédiments marins, ça témoigne aussi qu'il y a eu obduction avant la collision des deux plaques lithosphériques au niveau de l'Himalaya. Et là donc, par conséquent, on peut dire que avant la confrontation des deux plaques lithosphériques eurasiennes et indiennes, il y avait une mer, un océan, qui sépare les deux plaques lithosphériques et qui est fermé, qui s'est fermé, et donc donnant par la suite la confrontation des deux plaques lithosphériques. Et là donc, en conclusion, on déduit donc que l'Himalaya est une chaîne de collision, silsilat istidam, précédée d'une subduction et obduction. Comment on a su que cette chaîne de collision est précédée d'une subduction et d'une obduction? Eh bien, c'est grâce aux différentes caractéristiques tectoniques et pétrographiques qu'on vient de voir. Et là, toujours en conclusion, les caractéristiques typiques des chaînes de collision qu'on vient de voir. Alors là, on a les caractéristiques structurales et tectoniques. Donc nous avons les plis et les failles inverses, ainsi que les chevauchements et les nappes de charriage. Donc ce sont des indices des chaînes de collision. Et pour les caractéristiques pétrographiques, ça veut dire les caractéristiques qui se rapportent aux roches que nous allons rencontrer dans ces chaînes de montagnes, eh bien nous avons les granitoïdes, l'andésite et le prisme d'accrétion. Ce sont des roches qui montrent qu'il y a eu subduction qui a précédé la collision. Deuxième type de roche, on a l'ophiolite et les sédiments marins. Ça témoigne d'une obduction qui a précédé la formation des chaînes de collision. Maintenant, on passe à petit 3 et on va voir les étapes de formation des chaînes de collision et les relations avec la tectonique des plaques. Alors là, on va commencer par cette partie de la figure
qui fait suite à la partie des étapes de formation des chaînes de collision. Et on va voir la localisation de l'Inde il y a 71 millions d'années. Alors, comme vous voyez, il y a 71 millions d'années, l'Inde, que vous voyez là, était séparée de l'Eurasie et elle était en dessous de l'équateur. Khat al-Istiwa. Avec le temps, comme vous voyez ici la flèche, l'Inde se déplace petit à petit vers l'Eurasie et là vous avez sa localisation il y a 38 millions d'années. Là, par la suite, vous avez l'Inde actuellement, comme vous voyez, et là, elle est arrivée donc à l'Eurasie et il y a eu collision entre les deux. Et comme vous voyez là, au niveau de la confrontation entre les deux lithosphères, vous avez donc l'apparition de la chaîne d'Himalaya. Et bien sûr, comment on va expliquer ce déplacement de l'Inde vers l'Eurasie? Eh bien, c'est à cause de forces de compression qui ont donc conduit à ce déplacement et en même temps, donc la mer ou bien l'océan qui séparait l'Eurasie de l'Inde et qui a disparu avec le temps, donc laissant l'Inde faire une collision avec l'Eurasie. Alors, pour mieux comprendre, on va voir maintenant des coupes qui vont expliquer davantage la collision qui s'est faite entre l'Inde et l'Eurasie. Et on va commencer la figure du bas vers le haut. Alors là, comme vous voyez, vous avez l'Inde, donc une croûte continentale. Là, vous avez le sud Tibet, donc qui fait partie de l'Eurasie. Et au milieu, entre les deux, vous avez l'océan Téthys. Là, l'océan Téthys, on donnait ce nom à l'océan, il y a des millions d'années, l'océan qui séparait la plupart des continents. Et là, donc, comme vous voyez, donc là, on a une, une plaque lithosphérique et une plaque lithosphérique avec une partie continentale qui représente l'Inde et une partie océanique. Donc là, quand on parle de plaque lithosphérique, safiha, c'est là, il y a la partie océanique et là, sa partie continentale. Même chose pour cette partie-là. Donc là, vous avez la partie continentale de l'Eurasie, la plaque eurasienne, et là, vous avez la partie océanique. Et là, qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on a? On a un phénomène qu'on a vu précédemment, c'est une subduction sous-marine ou bien une subduction intra-océanique. Ça veut dire que suite à une faille au niveau de l'océan, il y a eu subduction d'une plaque océanique. Ici, la plaque océanique de la plaque indienne sous la lithosphère océanique de la plaque eurasienne. Je reprends, il y a eu subduction de la lithosphère propre à la plaque indienne sous la lithosphère océanique propre à la plaque eurasienne. Et là, en conséquent, nous avons l'apparition, comme vous voyez là, les volcans que vous voyez là, ce sont les résultats de cette subduction. C'est vrai que ce n'est pas une subduction entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale, mais on est quand même très proche de la lithosphère continentale. Du coup, le résultat va apparaître donc sous forme de volcan andésitique au niveau de la plaque de la lithosphère continentale. Et là, c'est ce qui explique le fait que nous avons trouvé de l'andésite et des roches plutoniques au niveau de la chaîne d'Himalaya. Et on note également que là, il s'agit de phénomènes qui se sont déroulés il y a 100 millions d'années. Par la suite, on va passer à la figure suivante. Il y a 90 millions d'années, comme vous voyez, toujours des forces de compression qui poussent l'Inde vers l'Eurasie. Donc, comme vous voyez, l'Inde arrive à la zone de subduction.
Voilà, donc juste pour mieux comprendre. Là, on a dit que là, il s'agit de la plaque indienne. Et ça contient une lithosphère continentale, c'est ce que vous voyez là, avec ces symboles. Et en noir, vous avez ici l'ophiolite. Ça veut dire que là, ça représente la partie océanique. Donc là, vous avez la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. Les deux vont former la plaque indienne. Alors là, à ce niveau, comme vous voyez, il n'y a plus d'ophiolite. Ça veut dire qu'il y a eu subduction totale de la partie océanique, de la lithosphère océanique de la plaque indienne. Et comme vous voyez là, la partie ou bien la lithosphère continentale est arrivée au lieu de la subduction. Alors, on a quoi? On a une lithosphère continentale indienne et on a une lithosphère océanique de la plaque eurasienne. Alors, quand on aura une lithosphère océanique en face d'une lithosphère continentale, qui est-ce qui va passer dans la subduction et qui est-ce qui ne peut pas passer dans la subduction? Donc là, jamais on aura une lithosphère continentale qui va subir une subduction sous une lithosphère océanique. Et du coup, le résultat, c'est ce qu'on a vu précédemment dans les chaînes d'obduction. Alors, la lithosphère continentale ne va pas descendre et par conséquent, c'est la lithosphère océanique qui va faire obduction et qui va chevaucher la lithosphère continentale. Donc là, ce n'est pas encore clair parce que à ce niveau, il y a juste blocage de la subduction. Ça veut dire que cette partie continentale ne va pas continuer la subduction. Donc là, à ce niveau-là, on va parler de blocage d'obduction. Et là, il y a 45 millions d'années, on a donc comme vous voyez, l'ophiolite coincé à ce niveau-là entre la lithosphère continentale indienne et la lithosphère continentale eurasiatique. Donc, cet ophiolite bloqué à ce niveau-là, eh bien, c'est quoi? C'est le résultat de l'obduction qu'on a expliqué ici. Bien sûr, quand on parle obduction, ça ne s'est pas fait sur une grande, très grande surface, mais juste pendant quelques années. Et là, donc, voilà, vous avez l'ophiolite. Alors là, on va parler d'une suture de son pouls. Quand on parle de suture, riata, pourquoi? Parce que bah, l'ophiolite, c'est comme s'il il va souder donc la plaque indienne, la lithosphère indienne avec la lithosphère eurasiatique. Vous voyez également la surrection de chaînes de montagne, donc il y a des reliefs ici. C'est toujours donc à cause des forces de compression. On a également disparition de la mer qui séparait l'Eurasie de l'Inde. Mais bien sûr qu'on aura ici des indices qui vont montrer qu'il y avait une mer qui séparait les deux lithosphères continentales. C'est l'ophiolite, c'est le prisme d'accrétion, les sédiments marins, etc. Et puis, il y a 20 millions d'années, comme vous voyez sur la figure, on observe de fortes déformations tectoniques et cette flèche donc ça montre qu'il y a toujours enfoncement de l'Inde sous ou bien la dans l'Eurasie, voilà. Donc il y a apparition de la chaîne d'Himalaya. On a dit de fortes déformations, donc il y a les chevauchements, comme vous voyez là, on voit clairement que à ce niveau-là, par exemple, que la croûte continentale s'enfonce dans la croûte continentale ici de l'Eurasie, avec l'ophiolite toujours bloqué ici au milieu des deux, entre les deux. Et là donc on a les plis, on a les failles inverses, on a la surrection de montagnes, et ce sont des montagnes caractérisées par de fortes déformations tectoniques. Alors là on arrive au bilan. Donc vous avez les chaînes de collision sont des frontières convergentes, de convergence, حدود تقاربية, marquées par un raccourcissement horizontal de la lithosphère continentale dû aux forces de compression, قوى انضغاطية. Et ce raccourcissement entraîne des mouvements verticaux à l'origine d'un épaississement de la lithosphère continentale. Donc là, il faut noter une autre chose, c'est que suivant le contexte géodynamique de la chaîne, on peut distinguer deux types de chaînes de collision. Alors, il y a des chaînes de collision précédées d'une subduction
il y a des chaînes de collision précédées d'une abduction. Et c'est le cas de l'Himalaya. Alors, pour les chaînes de collision précédées d'une subduction, ils sont caractérisés par l'absence de suture d'ophiolite. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu abduction. Et du coup, on ne va pas trouver l'ophiolite coincé entre les deux lithosphères continentales. Par contre, pour les chaînes de collision précédées d'une abduction, eh bien, elles sont caractérisées par le complexe ophiolitique jouant le rôle de suture entre les blocs lithosphériques en collision. Pour mieux comprendre ces deux derniers points, vous avez les deux figures sur la page suivante. Alors là, vous avez le premier cas. On a deux lithosphères continentales qui, suite à des forces de compression, sont en train de se rapprocher. Et il y a ici une mer qui les sépare. Bien sûr, la mer, il y a de l'ophiolite ici en gris et les sédiments marins en marron, comme vous voyez ici. Alors, toujours suite aux forces de compression que vous voyez là, il y a eu donc apparition d'une faille intra-océanique qui s'est développée en une subduction intra-océanique. On a déjà vu ça dans les chaînes d'abduction. Donc là, il y a une subduction intra-océanique avec apparition du prisme d'accrétion, etc. Alors, par la suite, quand la lithosphère continentale va arriver au niveau de la subduction, on a dit que la lithosphère continentale ne peut pas passer dans la subduction. Et du coup, c'est la croûte océanique qui va chevaucher la croûte continentale. Et poussant devant elle, là, qu'est-ce que vous avez à ce niveau? On a le prisme d'accrétion. Et là donc, par la suite, il y a toujours les forces de compression des deux côtés. Ça va conduire par la suite à la confrontation entre, cette fois-ci, les deux lithosphères continentales. Et c'est ce que vous avez sur le dernier schéma. Voilà, donc il y a collision entre les deux lithosphères continentales. Mais qu'est-ce qu'on trouve au milieu, entre les deux, coincés, ici en gris? Eh bien, c'est l'ophiolite. Avec là, bien sûr, en marron, on a les sédiments marins, le prisme d'accrétion, etc. Mais là, la présence de cet ophiolite, d'où est-ce que ça provient? Cet ophiolite, c'est celui-là. C'est l'ophiolite qui a subi l'obduction à ce niveau-là. Et donc, il est resté coincé entre les deux. Alors là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une chaîne de collision précédée par quoi? Précédée par une obduction. Comment on a su que c'est précédé par une obduction? Bien, c'est justement la suture ophiolitique que vous avez là. Khiata ophiolitia. Maintenant, le deuxième cas. Alors, toujours deux continents, deux lithosphères continentales qui sont en train de se rapprocher suite à des forces compressives, mais cette fois-ci, on n'a pas une subduction intra-océanique, on a une subduction normale. Ça veut dire entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Donc là, on a le phénomène normal de subduction avec le volcanisme andésitique, avec le Pluton, etc. Sauf que euh, après la subduction de toute la lithosphère océanique, il y a l'arrivée de quoi? De la lithosphère continentale que vous voyez là. Elle va arriver, il y aura confrontation entre ces deux lithosphères continentales et donc par la suite collision, Stédam. Et du coup, voilà, après la collision, cette fois-ci, l'ophiolite que nous voyons là, il est où? Il est en bas. Pourquoi on ne le voit pas ici au milieu? Parce qu'il n'y a pas eu obduction. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir ici au sommet? On va trouver des sédiments marins. Voilà, donc ce sont les sédiments marins, oui. Mais l'ophiolite, non, il n'y a pas de suture ophiolitique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu obduction. On avait une subduction normale et toute la lithosphère océanique est passée dans la subduction sous la lithosphère continentale et donc on ne va pas la retrouver ici au milieu. Alors là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une chaîne de collision, mais qui est précédée d'une subduction et non pas d'une obduction. Et là, on arrive à la conclusion générale de ce chapitre. La formation des chaînes de montagne est le résultat toujours de mouvements des plaques tectoniques dans les zones de convergence. Je ne vais jamais trouver des chaînes de montagne dans des zones de divergence. Donc, c'est toujours dans les zones de convergence. مناطق تقارب. Et elle renferme en elle des indices. Ce sont ces indices que vous devez connaître et apprendre. Quels sont les indices de chaque type de chaîne de montagne? Donc, les indices témoignent du contexte géodynamique de leur formation. Suivant ces indices, on a pu donc déduire les trois types de chaînes. Donc, il y a les chaînes de subduction, les chaînes d'abduction et les chaînes de
collision. Alors là, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce chapitre. Merci pour votre attention.